Donc Serge Abitboul, qui est directeur de recherche INRIA au centre INRIA Saclay, qui est également membre du Conseil national du numérique et qui va nous parler lui aussi de données, donc avec une présentation qui s'intitule Quand nos vies numériques deviennent des bases de connaissances. Ok, bonjour. Je vais parler à peu près de la même chose, mais dans des termes très différents, puisque je vais me concentrer sur des données très particulières qui sont les données d'une personne, les données d'un individu, les données de votre vie numérique, si vous voulez. Voilà l'organisation que je vais prendre. Je vais vous parler essentiellement d'un genre de système qu'on appelle les Personal Information Management System. Donc voilà, pour l'anglais, maintenant on passe, on parlera de PIMS en français. Et je vais essayer de faire une chose, c'est de vous expliquer ce que c'est d'abord, et en plus d'essayer de vous montrer que ce n'est pas de la science-fiction, que c'est en train d'arriver, et pourquoi ça sert à quelque chose. Ça, c'est un peu la première thèse que j'aurai dans cet exposé. Et ensuite, on retrouvera RDF et ce dont a parlé Fabien en parlant d'un passage de l'information. Donc l'information ici au sens texte écrit, quelque chose à destination des humains, en passant à des connaissances, c'est-à-dire quelque chose de structuré à destination des machines. J'arriverai à une conclusion. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, tout ça est basé sur un article qui va apparaître dans Communication of the ACM. Et c'est intéressant de préciser qui sont mes co-auteurs. Donc Benjamin André, c'est le jeune PDG d'une start-up qui essentiellement développe ce genre d'idées, développe des PIMS. Et Daniel Kaplan, qui est le président de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, où là on va retrouver tous les aspects sociétaux de cette approche. C'est de la technique, c'est des startups, c'est des boîtes, on en parlera, mais c'est aussi beaucoup d'intérêt sociétal pour changer le web et pour un peu répondre aussi à une des dernières questions de Fabien, c'est quel est le web qu'on veut construire ensemble. Alors tout ça, c'est la suite d'une ERC, d'un projet de recherche qui s'appelait WebDAM sur Web Data Management et qui est maintenant terminé et on continue le travail, évidemment. Alors première chose, vous en avez tous conscience, les données explosent, mais non seulement elles explosent, ça on le sait bien, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a plein de données sur vous que les entreprises ou que des gouvernements accumulent sans que vous le sachiez vraiment. Ces données, elles sont partout, elles sont dans des tas de systèmes. Alors essayez de vous asseoir un moment et d'écrire la liste des systèmes qui ont des données, qui gèrent vos données. Hein. Et puis des devices aussi, hein, votre téléphone, votre voiture, votre TV Box. Enfin, y a plein de choses qui ont des données à vous, votre laptop bien sûr, mais aussi les systèmes comme Facebook, Google, les entreprises, votre banque, le gouvernement pour payer vos impôts, etc. Et vous faites votre liste, vous allez remplir une page, c'est facile. D'un point de vue technique, c'est compliqué parce qu'on retrouve des tas de formats différents, des tas de terminologies différentes. Alors le format, c'est technique, mais même de la terminologie. Alors il y a le multilinguisme, bien sûr, mais même si vous êtes dans un domaine que français, il y a la même façon, la même information n'est pas représentée de la même façon sur Flickr ou sur un autre système de photos, par exemple. Donc tout est différent, il y a des tas de sécurité, des protocoles de sécurité, c'est compliqué. La qualité de l'information aussi est très variable. On reviendra beaucoup là-dessus parce que d'un point de vue scientifique, c'est un peu technique, c'est une des difficultés. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que toutes ces informations, elles sont dans des silos, elles sont dans des systèmes qui veulent les garder, qui ne veulent pas les échanger. On est dans le contraire du web. Hein. Sur le web, la grande idée, c'était on diffuse et tout le monde y accède. Bon, bah, vos données perso, vous aimeriez bien ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez faire une requête sur le web avec votre moteur de recherche préféré. Comment vous faites pour faire une requête sur toutes vos données? Moi, je ne sais pas faire. D'accord. On savait faire il y a 15 ans avec des trucs comme Google Desktop, mais Google ne fait plus ça parce que vos données, elles ne sont plus sur votre laptop, elles ne sont plus sur votre desktop, elles sont dans le cloud. Donc ça ne sert à rien. Vous êtes en train de perdre complètement le contrôle de vos données, vous ne savez plus très bien qui en a, vous ne savez pas ce que vous faites, ce qu'on fait avec. Et puis vous êtes d'une certaine façon prisonnier, c'est-à-dire que vous avez mis vos données dans un silo, vous les avez depuis 10 ans, vous n'êtes pas content, vous aimeriez bien sortir, c'est compliqué.
Il y a il y a des tentatives comme Data Liberation Movement pour sortir vos données, par exemple. Mais allez les récupérer pour les mettre ailleurs, vous allez voir la difficulté. Alors, solution, ben, on continue comme ça, puis on va avoir un psy. Autre solution, on choisit quelqu'un au hasard. Ils sont tous d'accord pour garder toutes vos données. Donc vous choisissez Apple et vous dites, moi à partir de maintenant, je mets mes données que chez Apple. Comme ça, quand je veux chercher, je cherche chez Apple. Bon, ça, vous allez voir un psy aussi. L'autre, dernière approche, c'est peut-être la seule qui marche vraiment, c'est vous passez 2 ans à devenir un geek. Moi, j'ai des copains qui sont un peu parano et qui font tout eux-mêmes. Ils gèrent toutes leurs données, ils changent, ils ont des mots de passe partout, ils ont des tas de logins différents, etc. Ils ne sont absolument pas traçables par la NSA, mais par contre, ils y passent leur vie. Donc, si vous avez envie de faire ça, c'est bien. Vous allez voir aussi un psy. Dans tous les cas de figure, ça se termine par un psy. Donc, solution que des gens comme Benjamin André et plein d'autres proposent, c'est la notion de Personal Information Management System. Alors, c'est quoi? Et d'abord, la thèse, c'est il faut regagner le contrôle sur ces données pour vivre mieux, et pour ça, il faut un de ces PIMS. Alors, c'est quoi un PIMS? Faut regarder un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des logiciels qui sont super. Moi, Facebook, je trouve ça vachement bien comme logiciel. Je suis vachement content d'être en contact avec mes amis. C'est tellement bien que les entreprises se mettent à utiliser des systèmes de réseaux sociaux qui ressemblent. Donc tout ça, c'est bien. J'ai rien contre les logiciels qu'on me propose. J'aime bien Gmail, même si je ne l'utilise pas. J'utilise le mail de l'INRIA. J'aime bien le mail de l'INRIA. En tout cas, on me propose des tas de services sur le web, dont je suis très content. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces services, ils tournent sur des machines que je contrôle pas. Je sais pas qui c'est. Je sais même pas où c'est. Hein, c'est peut-être en Irlande, j'en sais rien. Et alors surtout, les données. Leurs données, c'est pas moi qui les ai. Et puis enfin, le modèle de business, on m'a pas demandé mon avis. En gros, le modèle de business dans la plupart de ces systèmes-là, pas le mailer de l'INRIA, hein, mais pour les autres, enfin je crois pas. Le système de business, c'est de faire du merchandising, de monétiser mes données. Alors comme j'aime pas trop ça, je vais proposer une séparation des deux. Donc je veux bien prendre ce logiciel que j'aime bien, d'accord, parce que je suis content du logiciel, hein, il est bien. Par contre, je veux tourner ça sur ma machine et puis je veux garder le contrôle de mes données. D'accord, c'est ma machine, c'est mes données, je retrouve le bon vieux temps. Le seul petit problème sur lequel on va revenir, mais c'est quoi le business model? D'accord, pourquoi ils vont me laisser faire ça? Bien. Alors, on rentre un peu plus dans les détails. J'ai un serveur. Alors, c'est quoi ce serveur? Est-ce qu'il est virtuel? Est-ce qu'il est physique? En tant qu'utilisateur, je m'en fous. D'accord, j'ai un serveur. La seule chose qui m'importe, c'est que ce soit mon serveur. Alors, est-ce que je l'ai loué? Est-ce que je l'ai acheté? Je m'en fous. Ça, c'est aux boîtes de me dire, de me proposer des choses, de me proposer des solutions. Est-ce que c'est centralisé? Est-ce que c'est distribué? Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ce soit sur le nuage pour pouvoir y avoir accès tout le temps. C'est la seule chose qui m'intéresse. Les détails techniques, bah, c'est aux industriels de trouver des solutions. C'est pas à moi en tant qu'utilisateur. Je vais prendre la position de Monsieur Michu qui connaît rien à l'informatique, parce que dans ce cas-là, c'est un peu ma position, parce que je ne veux pas perdre de temps avec ça. Deuxième chose, c'est le logiciel qui tourne. Alors ça, le logiciel, je veux du logiciel qui est vachement bien, donc je veux le choisir, et je veux qu'il fasse les choses dont j'ai envie, les choses que j'aime bien. Hein. Je préférerais qu'il soit open source. Alors ça va être un peu compliqué de demander à tous ces gens-là de mettre du logiciel open source, mais à titre privé, à titre personnel, je préférerais qu'il soit open source pour être capable de savoir ce qui se passe dedans. Ce qui est très important, c'est que ce système, qui est mon système, ce serveur, qui est mon serveur, que je paye avec mes sous, d'accord, c'est ça qui gère mes données. Mes données, elles sont là-bas. Et donc, si je veux retrouver des données, elles sont là-bas, elles sont à moi, c'est mes données sur mon serveur. C'est ça qui est complètement important. Alors, évidemment, j'aime bien Facebook. Je ne vais pas demander à Facebook de gérer mes données chez moi. Ce que je vais pouvoir faire dans ces cas-là, c'est avoir une copie de mes données. Mais ce serait déjà pas mal. Hein. Si j'ai une copie des données que les gens ont de moi, je suis déjà content. Je vais pouvoir faire du search dessus. Et puis, je serai peut-être un peu moins prisonnier parce que j'ai mes données. Si je veux aller quelque part ailleurs, ce sera peut-être plus facile. Donc, les deux problèmes principaux là-dessus, c'est la sécurité et l'administration. Alors, la sécurité, je pourrais avoir une réponse assez simple. La sécurité aujourd'hui sur la protection de mes données, elle est
voisine de 0. Hein. Je mets mes mots de passe dans un fichier qui est sur mon téléphone. D'accord? Si vous appelez ça de la sécurité, pas moi. Donc la sécurité aujourd'hui, elle est minimale. Le fait de la mettre sur un serveur avec quelqu'un que je paye, que je vais payer pour qu'il protège mes données, je vais augmenter, j'espère, la sécurité. Mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Évidemment, il y a plein de travail à faire. L'administration système, alors là, je vais mettre des vœux pieux. Je veux de l'administration système avec un travail minimum et je veux de l'administration système qui s'adresse à tous les gens, c'est-à-dire qu'ils soient des gens qui sont incompétents pour la plupart d'entre eux. Donc ce serait bien d'enseigner un petit peu l'informatique, d'enseigner un petit peu tout ça à tout le monde. Je milite là-dessus d'ailleurs, hein, beaucoup, notamment au Conseil national du numérique. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et dans tous les cas de figure, on aura des gens un petit peu compétents, on n'aura pas des hackers système. Alors maintenant, je vais essayer très vite de vous montrer que c'est en train d'arriver en prenant 3 points de vue: sociétal, technologique et industriel. Alors, point de vue sociétal, les gens en ont marre. Regardez autour de vous, peut-être vous, les gens commencent à prendre conscience avec les trucs comme Prism, avec des trucs aussi idiots que recevoir une publicité pour aller en Grèce, parce que alors que vous venez juste d'envoyer par email à un copain que vous allez aller en Grèce l'été prochain. Donc les gens ont l'impression d'être un peu fliqués. Et ce n'est pas qu'une impression, ils sont fliqués. D'accord? Donc les gens commencent à prendre conscience de ça, et ils commencent à prendre conscience qu'on sait des tas de données sur eux et qu'ils ne savent même pas ce que les autres ont. Et puis ils commencent à prendre conscience aussi que toutes ces données, ça a de la valeur. Alors on entend des délires complets, hein, des gens qui disent « Ah ben moi je vais mettre mes données sur Facebook et j'aimerais bien que Facebook me paye ». Bon, Facebook ne va pas vous payer, il vous paye en service, d'accord? Donc il ne faut pas se mettre à fantasmer, mais quand même c'est des données à moi, je ne veux peut-être pas en tirer de l'argent, mais au minimum je voudrais en tirer quelque chose qui soit des informations sur ma façon de vivre, des informations qui me permettent de mieux vivre. Bien. Alors on voit ça au niveau aussi des gouvernements. Les gouvernements s'inquiètent de plus en plus sur ça. En Europe, on est plutôt, et particulièrement en France, on est plutôt mieux protégé qu'ailleurs pour ce genre de choses. Il y a des trucs comme Vendor Relation Management, qui est un espèce de mouvement qui est un peu l'analogue de Customer Relation Management, c'est-à-dire que chaque personne devrait pouvoir avoir tous ses vendeurs dans un logiciel et puis savoir qui lui a vendu des trucs. Je vais parler de mesinfo. Je crois que c'est mesinfo.org, je ne suis pas sûr. C'est un système en France qui a été initié par la FING. Ils ont mis des entreprises, des banques, des opérateurs téléphoniques ensemble, avec comme point de départ de dire on va donner à nos clients leurs données. Alors vous allez me dire, mais la banque me donne déjà mes données, il m'envoie un PDF tous les mois. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est véritablement accès à la base de données où il y a toutes les informations que j'ai à ma banque. Il n'y a aucune raison que je n'ai pas ces informations. C'est mes données d'une certaine façon. Donc voilà, vous pouvez les regarder sur le web, mesinfo.org, je crois. C'est assez intéressant. Alors, point de vue technologique, ça s'accélère parce que l'administration système est plus facile. Il y a de plus en plus de technologies open source et le prix des machines descend. Alors si on demandait aux gens une cinquantaine ou centaine d'euros pour gérer un serveur, peut-être qu'ils tiqueraient. Mais là, on commence à avoir des offres à 5 euros par mois. Ça devient réaliste. Alors il y a plein de groupes de recherche qui bossent là-dessus, il y a plein de petites startups qui travaillent là-dessus et puis qui résolvent des aspects particuliers. Alors ce qui est intéressant maintenant, à point de vue industriel, c'est que de plus en plus de compagnies commencent à s'intéresser à ça. Alors quel genre de compagnies s'intéressent à ça? Alors la première chose, j'appelais ça les compagnies pré-numériques. Alors les compagnies pré-numériques, c'est des compagnies qui ont découvert assez tard finalement qu'il existait quelque chose qui s'appelait le web, d'accord? Ils ont découvert aussi en même temps qu'il y avait des natifs du web, des internet players, on dit, qui avaient envie de leur piquer tout leur business. Alors ces compagnies se trouvent, on prenait le cas des hôtels, ces compagnies se trouvent dans une situation assez bizarre, c'est-à-dire qu'entre elles et leurs clients se sont installées des sociétés d'Internet, et ces compagnies ont perdu d'une certaine façon, ils ont été désintermédiatisés de leurs clients.
Et ça, pour une compagnie, c'est terrible parce qu'ils sont en train de perdre, d'une certaine façon, toute la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter. Donc ces compagnies-là, en tout cas un certain nombre de ces compagnies, commencent à trouver beaucoup d'intérêt dans les approches de type PIMS, parce qu'elles trouvent un terrain neutre. Le PIMS, c'est le PIMS de l'utilisateur. Donc c'est un terrain neutre, elles sont à jeu égal avec les autres. Et quand c'est à jeu égal, elles sont plutôt meilleures, parce je sais pas, un hôtel, il connaît bien quand même mieux le business des hôtels qu'une société Internet. Alors, d'autres compagnies qui sont très intéressées, c'est les compagnies qui ont déjà du matériel chez les gens. Alors, je pense par exemple au TV Box. Donc, c'est une TV Box, c'est chez vous. C'est une société qui a déjà un contact avec vous, dans lequel vous êtes déjà client. Et donc, pour eux, ce serait naturel d'offrir un service en plus qui serait la gestion de vos données personnelles. Et déjà, ils commencent à le faire. D'accord ? Une TV Box, ça a du disque, on pourrait y mettre des données, et vous pouvez déjà y mettre des données. D'accord. Bien, donc ces sociétés s'y intéressent parce que d'une certaine façon aussi, une boîte télé, par exemple, ça ne coûte plus rien. Maintenant, c'est fabriqué pour moins de $100 en Chine. Et donc, s'ils veulent continuer à avoir un vrai business, ben, il faut qu'ils mettent quelque chose d'autre, qu'ils mettent d'autres fonctionnalités. Alors, pour les sociétés qui sont des purs Internet, c'est les sociétés qui ont le plus la technologie pour faire ça. Hein. C'est les sociétés qui, naturellement, pourraient rendre ce genre de service. Alors, pour elles, c'est un petit peu compliqué parce que, d'une certaine façon, leur tradition, leur DNA, c'est de vendre vos données. Et d'une certaine façon, là, ils sont en train de se cannibaliser en faisant du PIMS. Mais je pense que comme ils sont aussi des sociétés comme, je ne sais pas, moi je pense à Facebook ou Google, c'est des sociétés dont le DNA, c'est aussi de gérer toutes les informations du monde. Et là, un PIMS, c'est vos informations, donc elles ne peuvent pas ignorer ce genre d'approche. Alors les avantages, c'est rééquilibrer le web, participer à un web plus neutre. Donc là, je vous conseille de lire le rapport du Conseil national du numérique, petite publicité pour le Conseil national du numérique et son rapport sur la neutralité des plateformes. Il y a eu un premier rapport sur la neutralité du réseau, un deuxième rapport sur la neutralité des plateformes. Et donc là, les PIMS participent d'un écosystème où les plateformes seraient plus neutres, moins biaisées. Ce qui est surtout important pour moi, c'est que ça pourrait apporter de nouvelles fonctionnalités. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous aimeriez bien faire, j'ai déjà parlé de faire une recherche globale, que vous pourrez faire dans ce genre de système, synchroniser vos données, avoir un point d'accès unique, contrôler l'accès à vos données, pas avoir à spécifier dans 50 systèmes que votre époux, votre épouse a le droit d'accéder à vos données, d'accord, ou pas. Séquencer des tâches. Donc tout ça, c'est des choses que vous aimeriez bien faire. Un workflow, c'est quelque chose que les entreprises font couramment, mais quand un individu veut faire un truc très simple, un workflow très simple dans ses systèmes d'information à lui, il ne peut pas aujourd'hui. Donc ça, si vous avez centralisé, intégré, donc là, en résumé, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'intégrer l'accès aux données pour un utilisateur. Et ça, vous avez trouvé exactement les mêmes avantages que les entreprises trouvent depuis 10 ans à intégrer leur système d'information. On a parlé, il y a une question dans l'exposé précédent sur l'Internet des objets. On est en plein dedans. C'est-à-dire que comment vous allez contrôler vos objets dans quelques temps? Comment vous allez faire? Ça va être très compliqué. Donc la réponse de Fabien, c'est que ces objets, ils vont aussi avoir une couche structurée, une couche de connaissances, ils vont avoir des données en RDF, oui, et il faut aussi un endroit qui sache plus ou moins les contrôler, et le PIMS serait un endroit naturel pour ça. Alors évidemment, le dernier, c'est faire de l'analyse de données, mais de l'analyse de données qui vous servent à vous et qui ne servent pas à quelqu'un pour vous faire de la publicité. Bien, alors la deuxième thèse, il ne me reste pas beaucoup de temps. Combien il me reste ? Oups, merci. Donc la deuxième thèse de cet exposé, et on va revenir là sur un petit peu le dernier étage de la fusée de Fabien, c'est de passer à des connaissances. C'est-à-dire de dire, l'utilisateur, vous avez plein d'informations, mais si vous voulez être aidé par des machines, donc d'une certaine façon, ce que vous allez intégrer dans un premier temps, c'est intégrer toute cette information. C'est de l'intégration, c'est à destination d'un humain, c'est-à-dire vous, et c'est déjà très bien, ce serait déjà parfait, d'accord ? Ce serait déjà une première étape. Mais la deuxième étape, et comme aujourd'hui on a toute la technologie, grâce notamment au W3C,
On a toute la technologie pour le faire. La deuxième étape, c'est plutôt que de rester à un niveau d'information, on veut passer à un niveau de connaissance. Et quand on va passer au niveau de connaissance, qu'est-ce que ça va permettre? Ben, ça va permettre d'offrir un paquet de services. Ça va vous permettre de développer tout un paquet de services sur vos données, sur vos informations personnelles. D'accord? Et ça, c'est d'une certaine façon faire un peu un saut quantique où vous allez avoir, si vous voulez peut-être une image mentale, vous allez avoir votre PIMS va devenir votre assistant numérique. C'est-à-dire un système qui est capable de suivre tout ce que vous faites, qui est capable de vous donner, de s'apercevoir que vous avez trop dépensé ce mois-ci, que vous n'avez pas fait assez de sport, que pour être à l'heure à votre réunion, ben, il faudrait que vous partiez tout de suite, mais d'une certaine façon, avec vos données et sur toutes les données, toutes les connaissances que vous avez pu emmagasiner. Donc, deuxième thèse, transformer le web, votre web perso, en une base. Désolé, mal à la gorge. Dans une base de connaissances distribuée. Alors, là, encore une fois, l'idée est très simple. Vous avez intégré toutes ces sources d'informations. Si vous voulez qu'elles collaborent, si vous voulez qu'elles échangent de l'information, si vous voulez qu'elles échangent quelque chose, il faut passer à du structuré, il faut qu'elles échangent des connaissances. D'accord ? Si vous voulez que deux de vos objets connectés puissent d'une certaine façon coexister, il va falloir qu'ils parlent un peu la même langage, il va falloir qu'ils soient dans une ontologie commune. Ou s'ils ne sont pas dans la même ontologie, s'ils utilisent des descripteurs différents, qu'on soit capable de passer de l'un à l'autre. Et ça, un système, votre système pourrait faire ce genre de choses. Alors, les connaissances, bon là, il y en a partout, en particulier dans vos données, vous avez toute votre information d'une certaine façon, vous pouvez voir ça comme des connaissances. Vous imaginez sur toutes les informations que vous avez, toutes les métadonnées qui sont d'une certaine façon déjà construites. Sur vos photos, toutes les métadonnées qu'il y a sur vos photos. C'est déjà considérable. Si vous vous amusez à rajouter des tags à la main, c'est encore plus. Si vous vous amusez à faire passer des logiciels sur vos mails qui fassent de l'extraction de connaissances, c'est encore plus. Ce sera assez facile sur tous vos mails de faire passer un logiciel d'extraction qui va trouver de quoi vous parlez dans ce mail, de quel endroit, de quelle personne, de quelle réunion, faire le lien. Linked data, on retombe sur les mêmes idées, il n'y a pas de, c'est essentiellement ramener toutes ces notions de sémantique, web sémantique, sémantique au niveau du web, ramener ça sur vos données personnelles. Être capable de faire le lien entre un email et une entrée dans votre agenda. C'est tout bête, d'accord ? Mais quand vous êtes en train de regarder l'entrée dans votre agenda, ça vous permettrait d'avoir à côté le mail qui correspond. Donc tous ces trucs-là, ça demande un minimum de techniques d'extraction d'informations, mais tous ces trucs-là, on sait faire. J'ai vu dans un des mails de Fabien utiliser Yago, système d'extraction de connaissances, DBpedia, extraction de connaissances. Tout ça, on a appris à le faire sur le web. Il suffit maintenant de l'appliquer sur les données perso. Bien. Alors, comment ces données sont acquises? Ben, essentiellement, je répète un peu ce que je viens de dire. Elles sont produites par des machines. Et donc, elles sont extraites de l'information que vous avez déjà. Donc, on a traduit notre web personnel en un web, une base de connaissances distribuée avec des systèmes qui stockent des connaissances, qui la produisent, qui l'extraient, qui les raisonnent et qui échangent ces connaissances. C'est là-dessus que j'ai bossé dans mon ERC. Donc, en conclusion, les deux thèses que j'ai développées ici, c'est de... Premièrement, regagner le contrôle sur ces données en stockant ces informations et ces données soi-même dans un système d'information personnelle. Et deuxièmement, de faire dialoguer tous les différents systèmes avec qui on parle pour qu'ils s'échangent des connaissances et pour qu'ils puissent travailler entre eux. Peut-être faire dialoguer votre PIMS avec celui de vos amis. Alors, je suis un chercheur, et puis ici, il y a beaucoup d'industriels qui cherchent des opportunités, j'imagine. Donc, quelles sont les questions qui sont un petit peu dures? Donc, les opportunités, c'est clair, hein, c'est d'aller dans ce nouveau business et d'ouvrir des services à partir des informations personnelles. Donc ça, il y a potentiellement des milliards d'utilisateurs. Et essentiellement, la difficulté, encore une fois, sur le web, c'est peut-être aussi de trouver un modèle de business parce que les gens ont un peu trop eu l'habitude du modèle gratuit sur le web
Et le modèle gratuit, encore une fois, on revient sur ce que j'ai déjà dit, ça veut dire qu'on monétise vos données et c'est ça qu'on veut éviter ici. Alors, première chose compliquée d'un point de vue technique, c'est que les données, vous ne les avez pas forcément. Elles ne sont pas forcément même dans votre PIM, elles sont peut-être dans des systèmes sur le web, elles sont peut-être dans des systèmes de vos partenaires, etc. Donc il faut aller les chercher, ce n'est pas évident de raisonner dans un monde ouvert. Deuxième chose, et c'est peut-être, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est passionnant point de vue technique, mais c'est compliqué, c'est le fait que les données sont imprécises, que les données ne sont pas forcément complètes, que les données peuvent être incohérentes. Alors ça, d'un point de vue raisonnement logique, c'est la mort. Si vous êtes arrivé à inférer A et inférer non A, n'importe quel logicien va vous dire « Ouh là là, c'est pas possible ». Donc c'est pas possible, sauf que dans un réseau social, ça arrive tout le temps, sauf que dans vos données, ça arrive tout le temps, sauf que c'est la vie, dans les données personnelles, vous n'avez pas la même qualité que dans les données d'une entreprise, et d'ailleurs même dans les données d'entreprise, vous avez aussi des incohérences. Donc on travaille beaucoup là-dessus en travaillant en utilisant des approches probabilistes. Donc les données deviennent probabilistes, et pour être un peu simpliste, si quelqu'un vous dit que Alice est à Londres et qu'elle est à Paris, dans l'ignorance de savoir laquelle des deux est une vérité, vous allez dire que vous pensez que Alice est à Paris avec 50% de chance et à Londres avec 50%. Puis vous pouvez faire des trucs très rigolos, comme d'essayer de voir combien de personnes pensent qu'Alice est à Londres, faire du crowdsourcing, ce que vous voulez. Autre chose, les utilisateurs aiment bien des explications. Ils aiment bien savoir, on revient un peu sur la provenance, d'où vient l'information. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que les systèmes ne sont pas faits comme ça. Privacy, privacy, privacy. Alors, quand vous discutez autour de vous, les gens ne disent pas que c'est leur premier problème, mais je pense quand même qu'il faut arriver... bon, maintenant qu'on sait faire, donc la première chose, c'est qu'on veut des fonctionnalités, on veut que ça fonctionne, on veut avoir accès à l'information. Mais une fois que ça marche, on aimerait bien aussi que notre information soit protégée. Donc la privacy devient, dans un deuxième temps, un sujet important. La sérendipité, alors là on pourrait parler de ça pendant très longtemps, mais mon assistant personnel, s'il est parfait, ça va me raser à un moment donné. Donc il y a un moment donné où vous aimeriez bien rentrer un peu de poésie dans le système. L'informatique, c'est pas très bien faire ça. Le dernier point aussi, je ne sais pas si vous avez rencontré ça dans vos business, mais moi j'ai expliqué pendant très longtemps à mes étudiants que les disques ça coûtait plus rien, que c'était du pipeau et qu'on gardait tout. Et c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est juste, on ne peut pas tout garder parce que ça coûte cher de maintenir des données au cours des années. Parce que si vous avez tout gardé, quand vous allez faire de la recherche, vous allez avoir plein de poubelles, etc. Donc il faut absolument oublier des choses. De la même façon qu'un être humain oublie des choses, les machines les systèmes doivent oublier. Et c'est compliqué pour une entreprise de décider qu'est-ce que vous devez oublier. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc maintenant, j'ai arrêté de dire à mes étudiants, non, on garde tout, c'est pas vrai. Voilà, j'avais tout ce que je voulais dire. Peut-être pour finir, une publicité pour binaire.blog.lemonde.fr. C'est un blog qu'on a lancé avec quelques amis, notamment Marie-Agnès qui est dans la salle. Et l'idée, c'est d'expliquer l'informatique au grand public, parce qu'on s'est aperçu, enfin, vous le savez, que les gens comprennent assez peu, en France notamment, ne sont pas très techniques et ne comprennent pas du tout ce qu'ils font quand ils utilisent des outils informatiques. Ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils font quand ils sont décideurs et qu'ils doivent choisir des systèmes d'information, ou quand ils sont décideurs et qu'ils doivent voter des lois sur le vote électronique. Ils ne comprennent pas le début de ce que veut dire la cryptographie. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc on a un blog un peu grand public. On parle aussi beaucoup d'enseignement de l'informatique, qui est un autre sujet. Merci. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que le sujet s'y prête. Un chercheur parle à un autre chercheur. Ouais. Merci Serge. Et deux petites questions. La première, c'est
il y a toujours un compromis entre trier et puis pas trier. Donc là, à chaque fois, tu dis mes données, mes données, mes données, mais en fait, rien que savoir ce que c'est que ces données, c'est pas forcément évident. Quand sur Facebook, par exemple, il y a des trucs que j'ai postés, mais il y a des trucs que mes copains ont postés. Alors, est-ce que ce que mes copains ont posté, ça devient mes données ou pas? Et donc la question va se poser le jour où on voudra tout prendre, ce qui nous concerne, qui est à tous ces endroits, et puis les mettre quelque part. Donc quel est le critère? Et puis la suite, c'est que du coup souvent on se dit bah, j'ai pas envie de me poser trop de questions, donc je vais tout prendre. Et quand on prend tout, bah, ça fait vachement de données en fait. Et du coup, comme tu viens de le dire, les disques durs, ils coûtent finalement pas cher que ça quand on regarde le volume qu'on doit stocker. Et même nous, à Inaria, quand on doit faire des sauvegardes de nos machines, là, le truc simple qu'on dit, c'est bah, je vais tout sauvegarder. Puis quand on regarde combien ça coûte d'acheter les disques qu'il faut pour sauvegarder toutes les machines de tous les chercheurs, on se dit bah, finalement, on va peut-être pas tout sauvegarder. Alors, et du coup, cette deuxième question, c'est économiquement, ça va pas être super cher de mettre toutes ces données quelque part? Alors, oui, la deuxième question est plus facile. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que l'hypermnésie n'était pas la solution. C'est-à-dire tout garder n'est pas la solution. Pas seulement parce que ça coûte cher, mais parce que ça coûte cher à garder dans le temps. Il faut transformer en nouveaux formats. C'est-à-dire qu'un format disparaît. Le format dans lequel j'écris ma thèse, c'était du Scribe, personne ne connaît ici, mais ma thèse n'est plus disponible. Donc il y a un coût de maintenance des vieux formats. Donc oui, ça coûte cher, et donc on ne peut pas se permettre d'être hypermnésique, et décider ce qu'on garde, c'est compliqué. D'accord. Et donc les systèmes vont nous aider. On ne peut pas le faire tout seul, il faut qu'ils nous aident. La première question est passionnante, et j'ai pas le temps de parler de tout ça, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire nos données? Qu'est-ce que c'est que mes données? Je ne sais pas. C'est très compliqué. Si ta banque... alors, il y a deux bons exemples qu'on peut prendre. Celui que tu as donné, c'est une photo que quelqu'un a prise de toi. Est-ce que c'est tes données? Et une photo sur laquelle quelqu'un a tagué ton nom. Est-ce que ce tag, c'est ton nom quand même? Est-ce que c'est tes données? C'est comme ça que ça se passe sur Facebook. Et Facebook a décidé que la photo sur laquelle tu figures, c'est pas tes données, donc tu peux pas l'enlever. Par contre, le tag, c'est tes données, tu as le droit de l'enlever. C'est un choix de Facebook complètement arbitraire, d'accord? Tu contrôles pas ça. Nous, on aimerait bien qu'on puisse contrôler ce genre de choses. Il y a d'autres exemples aussi. Hein. Si ta banque met une annotation sur ton compte, bon client, est-ce que ça fait partie de tes données ou est-ce que ça ne fait pas partie de tes données? Mauvais client, ça c'est encore moins partie de tes données. Donc oui, les gens tracent en permanence des données de toi et ça serait... alors là, il faut aller discuter avec Informatique et Liberté, moi j'en sais rien. Mais déjà... Si celles que tu as générées toi, tu pouvais les récupérer, ce serait déjà beaucoup. D'accord? Quand tu rentres quelque chose, quand tu fais un email, quand tu rentres une information, quand tu mets ton humeur du jour sur Facebook, ça c'est clairement toi qui l'as fait. Donc là, il n'y a pas photo. Mais Facebook, bon, je suis un peu long sur cette réponse, mais c'est une bonne question. Hein. Facebook est assez marrant parce que Facebook a été un des premiers à dire... Les données que vous rentrez sur Facebook, les données qui sont rentrées sur Facebook appartiennent à l'utilisateur. Ça paraît très altruiste de la part de Facebook. Non, c'est parce qu'à partir du moment où on décide que ces données appartiennent à l'utilisateur, la clause d'après dit et l'utilisateur laisse Facebook faire ce qu'il veut avec. Donc oui, mais qui appartiennent les données, c'est vraiment la vraie question. Une question là-bas. Qui sera responsable du traitement, c'est-à-dire tenu aux formalités? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il est sûr que je n'ai pas conservé pour moi sur ce serveur que des données qui me concernent, puisque ça va concerner par capillarité tous les gens que je fréquente. Donc, toutes les personnes que je fréquente. Donc, pour l'instant, vous avez deux qualifications. Le responsable du traitement, qui doit faire toutes les formalités auprès de la CNIL, et le sous-traitant. Alors, est-ce que je vais être responsable du traitement pour toutes les données que j'aurai collectées sur mes voisins, mes amis, etc. Et puis, ça pose un problème, effectivement, au niveau de la durée de conservation, puisque les lois européennes obligent à une durée de conservation. Alors, mes données, moi, j'ai envie de les conserver toute ma vie, parce que quand j'aurai 90 ans, ça m'intéressera de savoir ce que je faisais à 40 ou à 30. Mais est-ce que ce sera compatible avec les dispositions légales si ces données sont également des données de mes voisins, de mes amis, de ma famille?
Donc c'est intéressant, hein, mais ça pose plus de questions pour l'instant que ça n'en résout. Parce que les catégories juridiques ne sont pas encore prêtes à cette avancée. Alors, si la question c'est est-ce qu'il y a du taf pour les juristes, la réponse est oui. Oui, non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et c'est passionnant. Et par contre, là, on est aussi dans des domaines un peu compliqués sur, vous avez parlé de combien de temps on a le droit de garder les données. Et là, ou qui a accès aux données. Et je pense qu'on est dans les deux sens. De temps en temps, on est beaucoup trop libéral sur qui a accès aux données. Dans certains cas, on est au contraire beaucoup trop frileux. Moi, je vois par exemple deux exemples qui sont la recherche médicale. Dans la recherche médicale, il paraît naturel que les chercheurs aient accès à toutes les informations, y compris des informations que vous considérez comme privées, pour pouvoir faire de la recherche médicale. Sinon, c'est la fin de la recherche médicale. Il y a un autre domaine que moi je trouve intéressant, c'est celui de l'archivage. Si on avait dit que les cahiers dans lesquels Proust écrivait à la recherche du temps perdu étaient des données privées et que personne n'y avait accès, on n'aurait pas aujourd'hui toute la recherche sur Proust dont on dispose. Donc il y a un moment donné où même les données privées doivent... La notion de données privées doit s'effacer un peu, peut-être dans le temps, hein, peut-être au bout d'un certain temps, mais tous ces trucs-là ils sont à définir, absolument. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions parce que sinon je crains que ça déborde. Je rappelle que les intervenants seront disponibles pendant la pause et ensuite pendant le buffet, vous aurez tout loisir de discuter avec eux.